on peut le projeter cette idée sur un point de vue temporel, c'est-à-dire que c'est pas parce que jusqu'à hier le marché a augmenté de X% que demain il va continuer à progresser de X%. Dans la démarche que toi tu suggères, c'est je mets un dollar dans un marché parce que ça va me permettre de me confronter au marché, de le surveiller. Il y a une démarche un peu scientifique là-dedans. Il y a d'une part le biais de conservatisme en fait, dans lequel il y a un certain nombre d'informations qui viennent à nous, mais on va avoir tendance à minimiser les informations qui sont discordantes par rapport à notre opinion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la technique et il y a le psychologique. Et il faut toujours se remettre en question, ne jamais avoir la sensation de maîtrise en fait. La sensation de maîtrise est le début d'une fin. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission, et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Et donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir David Furcage, qui est président et cofondateur de iWave Capital. On y reviendra. Ancien courtier à la City de Londres. Tu as quand même un cursus, on va dire, assez riche, avec un parcours à Sciences Po. Tu as également un engagement que je qualifierais de civique en étant officier réserviste dans l'armée. Bonjour David. Bonjour. Alors, comment on arrive, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu plus, comment on arrive à faire Sciences Po, à partir réserviste dans l'armée et se retrouver, passer de la City à Londres et arriver aujourd'hui à être président de iWave Capital. C'est quoi un petit peu le processus dans tout ça? Le processus, eh bien, ça a commencé assez jeune en réalité, puisque j'ai commencé à découvrir les marchés financiers, la bourse et même un petit peu l'immobilier à travers bien les discussions qu'on avait à la maison et en réalité mon père qui était commerçant et qui pour sa passion investissait également sur les marchés financiers. Et donc en l'écoutant et en observant, la passion a rapidement pris le dessus. Et puis finalement, à un moment donné, le fils est devenu plus fort que le père, puisque j'ai entrepris des études d'économie pure, hein, dans un premier temps, donc à l'université, Mhm. soldé par un diplôme de Sciences Po Paris. Et dans le même temps, je me suis intéressé de très près, au-delà des études, à tout ce qui concerne la bourse et les marchés financiers. Et à l'issue de cela, classiquement, j'ai poursuivi dans une banque d'investissement D'accord. en tant que analyste de marché, stratège. Et voilà, ça c'était pour mes débuts. Et puis après, j'ai poursuivi, comme tu l'as indiqué, dans d'autres pays, notamment Londres, Londres, pardon, le Royaume-Uni, le Luxembourg. Et puis j'ai fait différents voyages aussi associés à ce qui m'intéressait, donc à savoir à ce métier, où j'ai donné pas mal de conférences à travers certains pays asiatiques ou européens. Voilà. Donc en fait, la fibre m'est venue tout naturellement parce que l'économie, la bourse, les marchés faisaient partie des discussions à la maison. Tout trouve son origine sur ces différentes discussions initialement que tu as engagées avec ton papa, à l'image un petit peu de Delphine, Delphine Pinon qu'on avait reçue sur l'émission également, qui avait eu une discussion forte qui nous expliquait avec son père initialement, qui avait enclenché tout un processus derrière, très intéressant. Donc du coup, iWave Capital, on va rentrer après dans le sujet là pour évoquer de plus en avant la finance comportementale et les différents biais psychologiques, les biais cognitifs
sur lesquels nous sommes confrontés lorsqu'on fait nos choix d'investissement. Mais juste avant, donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de iWave Capital? Donc, tu as dit que vous étiez basé en Luxembourg, donc c'est une société que tu as cofondée. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, en fait, on a commencé donc avec mon ami et partenaire Thomas Van Der Biest, une aventure entrepreneuriale à partir de 2011. On a commencé par créer un logiciel d'aide à la décision sur les marchés financiers. Mhm. Puis, dans ce logiciel, il y avait pas mal d'outils en réalité assez intéressants et performants. Et on a décidé, bon, je passe certaines étapes, hein, on a décidé de les utiliser pour créer un fonds de Mhm. gestion d'actifs, de gestion de portefeuille. Et à ce titre, on a commencé à poser nos premiers pions donc, à Luxembourg. Luxembourg qui, contrairement à ce que l'on imagine, en fait, on n'y va pas là-bas parce que c'est un paradis fiscal. Il n'y a plus rien de lié en rapport à un paradis fiscal à Luxembourg. En revanche, en matière de gestion d'actifs, c'est une place financière de premier rang à l'échelle mondiale et dont la régulation est extrêmement stricte et poussée et qui lui permet d'obtenir ses lettres d'or en matière de gestion d'actifs. C'est pourquoi la plupart des gérants d'actifs européens ont leur fonds identifiés à Luxembourg. Voilà. D'accord, très bien, parce que tu le dis à juste titre, et moi-même, hein, j'avais ce préjugé déjà établi, Mm. où je pensais qu'il y avait un quelconque intérêt fiscal d'avoir la boîte implantée là-bas. Donc c'est bien que tu puisses le préciser. Mm. Et du coup, donc vous créez ce logiciel d'aide à la décision. Vous faites comment? C'est en fait l'idée, c'est de se prémunir justement par rapport à ces différents biais cognitifs, à la finance, enfin pour faire une introduction à la finance comportementale, pour parer aux différents risques. On va y revenir un peu plus tard. C'est en ce sens-là déjà que tu fais ça avec iWave Capital? Alors, en rapport au logiciel d'aide à la décision, c'est un logiciel qu'on a commercialisé en B2C, enfin B2C, hein, qui était destiné à des investisseurs, des boursicoteurs, etc. D'accord. Euh, Maintenant, on a mis un peu de ça de côté et on a repris certains éléments de ce logiciel qui étaient assez performants à des fins de les utiliser, enfin plutôt pour les utiliser pour faire de la gestion d'actifs. Voilà, donc aujourd'hui, on ne promeut plus ce logiciel, mais on a récupéré des bouts de code par-ci par-là qui nous permettent de faire de la gestion d'actifs. D'accord, donc aujourd'hui, voilà, vous avez fini la phase de commercialisation de ce logiciel. Par contre, vous en avez tiré la quintessence pour pouvoir faire cette gestion d'actifs. C'est quoi faire la gestion d'actifs au sein de iWave Capital? Vous adressez à qui? À des institutionnels, à des particuliers? Ça se passe comment? Alors là, on est dans une phase d'amorçage. Notre objectif consiste effectivement au cours de cette année à se structurer en fonds. Donc ça signifie on entre dans un process où il va falloir montrer patte blanche, écrire toute la documentation nécessaire, bien en amont, bien tester nos process d'investissement. On en parlera peut-être tout à l'heure, à grande échelle. Et évidemment, depuis le début, on se situe sur la psychologie des marchés, et bien que nos process d'investissement permettent justement de se prémunir contre toute forme de biais cognitifs. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, ça fait une superbe transition. Je te remercie, David. Du coup, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est biais cognitifs et la finance comportementale. Avant de rentrer vraiment dans le sujet de chaque biais, d'évoquer un petit peu les côtés peut-être positifs qu'on peut en tirer ou négatifs, mais d'où ça vient? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'historique, comment c'est arrivé? Parce que si je te dis pas de bêtises, comme on l'avait évoqué d'ailleurs, j'en profite pour remercier Romain Daubry, qui grâce à lui, on peut être là tous les deux aujourd'hui. Comme on l'avait évoqué avec Romain, il y a notamment, mais pas que, mais au moins deux types, on va dire, d'analyses qui se font. Euh, L'analyse fondamentale d'une part et l'analyse graphique, qui sont elles-mêmes, je pense, liées à deux théories, qui est l'efficience des marchés d'une part
pour l'analyse fondamentale peut-être, et la finance comportementale pour l'analyse graphique. Alors peut-être que je dis des bêtises, mais en tout cas, il y a ces deux théories, l'efficience des marchés d'une part et la finance comportementale. Donc premièrement, les marchés seraient forcément justes, équilibrés et reviendraient tout le temps à une valeur, on va dire, rationnelle, normale. Et de l'autre côté, la finance comportementale, ça serait peut-être plus une théorie qui dit que les investisseurs, nous, les êtres, donc le marché qui est composé d'investisseurs, sommes des êtres irrationnels, nous prenons des décisions des fois complètement folles, qui nous poussent à faire des grosses bêtises, etc., etc., et ça fait que ça construit ce marché qui, in fine, a toujours raison. Oui. Alors, pour revenir déjà sur la définition de la finance comportementale, la finance comportementale, en fait, est l'application de la psychologie à la finance. Ça, voilà, on pose quelque chose en disant cela. Et ce qui fait qu'en rapport à ce que tu disais, c'est que la finance comportementale ne se circonscrit pas à l'approche graphique. D'ailleurs, les universitaires qui ont posé les premiers piliers de la finance comportementale n'ont jamais parlé d'approche graphique. Alors, la finance comportementale est un champ universitaire qui a débuté bien avant les années 2000, quelques dizaines d'années même auparavant, mais qui a obtenu ses lettres de noblesse, notamment compte tenu des prix Nobel Kahneman et Tversky en 2002, en rapport à la théorie des perspectives. Et depuis, il y a eu encore deux autres prix Nobel d'économie liés à la finance comportementale, et cette accélération de prix Nobel liée à cette manière d'étudier ou d'appréhender les marchés prouve que le champ de la psychologie des marchés est de plus en plus prégnant et important dans le processus de décision. D'accord, très bien. Et donc ça s'oppose entre guillemets à la théorie de l'efficience des marchés, où il y a eu des prix Nobel peut-être comme Eugène Fama en son temps, qui est peut-être plus ancien. Donc qui c'est qui a raison là-dedans? Est-ce que le marché a toujours raison et c'est quelque chose de entre guillemets rationnel, ou alors c'est quelque chose de complètement fou du fait de nos comportements? Alors, en rapport déjà sur ce dont tu parles en rapport à l'efficience des marchés. L'efficience des marchés suggère que lorsqu'il y a une information ou un ensemble d'informations qui sont publiées sur les marchés, eh bien les prix réagissent en fonction de cette nouvelle information. Voilà, donc les prix reflètent en réalité l'information, qu'elle soit D'accord, politique, économique, géopolitique, stratégique, peu importe, ou commerciale. Donc ça, c'est l'hypothèse d'efficience des marchés. Et d'accord, sur la base de cette hypothèse d'efficience, qui n'est pas du tout, comment dirais-je, qui fait sens en réalité, hein, il est normal qu'un marché réagisse en fonction de l'information disponible. Il y a eu tout un socle théorique lié à la finance moderne, notamment dont l'un des apôtres est Eugène Fama, qui permet de décrire la manière dont fonctionnent les marchés financiers. Et cette description donc parle de l'hypothèse d'efficience, mais aussi d'un certain nombre d'hypothèses dont on ne va pas parler ici, qui seraient pas forcément utiles, et qui permettent de décrire le comportement des agents et éventuellement ce qui peut mener à ce qu'on appelle la théorie de portefeuille. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire sur ouais, en effet, ouais. la finance moderne. Voilà. Mais à un moment donné, on se rend compte également que l'un des piliers sur lequel repose la finance moderne consiste à dire que l'homme est rationnel. Alors, l'homme est rationnel, c'est une hypothèse extrêmement forte. Mhm. Et si on lève cette hypothèse de base, on tombe sur la finance comportementale. Voilà comment on peut, d'un point de vue historique et sur la base des hypothèses de base de la finance moderne, on lève une hypothèse et on tombe sur tout un autre champ universitaire. Alors, il est commun de vouloir opposer les choses, mais dans la construction des sciences en général, eh bien, on est obligé de poser des hypothèses. On veut, par exemple, faire de l'astrophysique, on pose des hypothèses sur les origines de l'univers, etc., etc., et ça permet de raconter une histoire qui est quand même scientifique. Et ensuite, l'idée consiste, on fait pareil en sciences économiques également, on lève une hypothèse et ça permet d'embrayer sur un autre champ théorique. C'est pas très grave. Donc, ok, on peut imaginer qu'on va opposer les choses, mais dans la science, si on observe bien la manière dont la science se construit, et qu'elle soit exacte ou sociale, on est obligé de faire des hypothèses pour décrire
un monde qui est complexe. Voilà. D'accord, donc tout ça pour dire que ces deux, on va dire, grandes théories ne s'opposent pas forcément l'une à l'autre. Elles font sens, elles font suite les unes avec, après les autres, quoi, grosso modo. En fait, plutôt que de dire à chaque fois qu'il y a des pour, qu'il y a des contre, que c'est blanc, que c'est noir, je préfère avoir en fait, proposer à ceux qui vous nous écoutez un certain niveau de sagesse et de comprendre aussi les moments durant lesquels l'histoire scientifique s'est fondée. C'est pas tout blanc ou tout rose et la vérité souvent se trouve, souvent à mi-chemin entre tout ça. Voilà. Mais en tout cas, oui, merci pour cette approche historique qui permet de poser vraiment les jalons et de voir d'où on vient pour justement évoquer ces différents biais, cognitifs, sur lesquels, on va être amené à évoluer, à réfléchir, à se poser des questions. Déjà, avant d'en évoquer certains, dans quelle situation d'investissement, tout simplement, nous pouvons être confrontés à nos biais ou à ces biais, aux biais qu'on va évoquer. Est-ce que c'est réservé simplement au marché financier à la bourse ou est-ce que ça peut être présent lors d'un achat immobilier classique, que ce soit locatif, une résidence principale, lorsqu'on investit aussi dans les crypto-monnaies ou tout autre type d'investissement? Est-ce qu'on est confronté aux biais de façon générale? Bien sûr. En réalité, on peut parler des marchés, donc un ensemble d'acteurs, un ensemble, une foule en réalité, qui s'affrontent entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a également la manière d'appréhender les choses qui consiste à s'interroger sur les biais cognitifs auxquels un investisseur particulier peut être soumis. À ce titre, la finance comportementale distingue justement ce qui relève du micro à l'échelle individuelle et ce qui relève du macro à l'échelle donc du marché. Donc on peut très bien utiliser des éléments, des principes qui sont relatifs à la foule d'acheteurs et de vendeurs, donc, qui Mhm. s'affrontent sur le marché, d'ailleurs dont le prix cristallise l'état justement de cette confrontation. Et au même titre, on peut s'intéresser aux biais auxquels sont soumis est soumis un investisseur individuel. Et oui, tout à fait, parce que en termes de biais, donc là, on peut le voir, donc on évoquait peu importe le marché sur lequel on est investi, mais par exemple, en ce moment, sur les crypto-monnaies, par exemple, on est dans une phase plutôt de ce qu'on appelle de bull run, un petit peu d'euphorie, je ne sais pas, mais en tout cas de bull run, où on voit jusqu'à présent, donc sur ce marché très très récent, hein, qui a 10 ans, un peu plus, tous les 4 ans, il y a une accélération comme ça des cours, etc., ça s'emballe. Et à ce moment-là, par exemple, il y a plein d'investisseurs qui rentrent sur le marché, euh, qui en très très peu de temps font des fois 2, fois 3, fois 4 euh, et se sentent entre guillemets invincibles. Et là, il y a un risque par exemple, et donc quand on est dans cette situation, est-ce qu'on est pris par exemple, est-ce qu'on est pris d'un biais d'excès de confiance par exemple? Alors, dans le cadre de la formation d'une bulle, il y a plusieurs billets qui entrent en action. Alors, on va peut-être pas tous les citer, mais il y en a pas mal. Euh, je citerai notamment le biais d'ancrage. Et en quoi consiste-t-il? Eh bien, le biais d'ancrage, c'est par exemple lorsqu'un analyste ou un ensemble, enfin, une opinion en général, va dans le même sens et indique, notamment par exemple, pour le Bitcoin, qu'un jour il arrivera à 100 000, à 500 000, voire 1 million en manière en rapport à son taux de change contre dollar, d'accord? Donc ça, c'est un biais d'ancrage, c'est-à-dire que la plupart des gens se disent, tiens, étant donné que la plupart des analystes disent que le Bitcoin va arriver à 500 000 dollars, comme aujourd'hui il vaut, mettons, 50 000 dollars, donc il n'est pas cher, donc j'achète. Voilà. Et le biais d'ancrage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où s'ancre une idée d'un point de vue de la neurofinance dans notre esprit, il est très difficile de séparer, comment dire, cette idée générale du marché, qui consiste à dire que, par exemple, le Bitcoin rejoindrait les 500 000 dollars, et une opinion de type scientifique. C'est-à-dire, ce n'est pas une opinion, c'est donc un avis scientifique qui consiste à dire, OK, les analystes pensent que le Bitcoin va aller à 500 000 dollars, mais personnellement, je fais mon analyse de la situation et je pense que peut-être ça vaut 60 000 dollars. Il est très difficile à partir du moment où on nous envoie une image comme ça, un état d'esprit ou un chiffre, de Mhm, s'en mhm. dessaisir d'un point de vue cognitif.
Et peut-être encore pire, une fois qu'on est passé à l'action et qu'on a réalisé un achat, à l'image peut-être d'acheter sa maison, sa résidence principale. Si j'achète ma maison 200 000 euros et que pour X raison, je veux la vendre 5 ans après, si on m'en propose 150 000 euros, je vais dire non, non, est-ce que je vais être attaché à ce prix initial, du coup, peut-être. Absolument. Alors une fois, alors en fait, il y a deux phases dans l'état d'esprit d'un investisseur. Il y a une phase qui consiste éventuellement donc à analyser le marché, si elle, pour elle-même et avec les outils dont elle dispose, au cas où quand même elle a quand même un certain degré de connaissance et ou de compétence, donc elle analyse le marché. Et, euh, et ensuite, il y a la phase où cette personne a effectivement investi un euro sur le marché. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des études justement qui relèvent de la finance comportementale qui évaluent la manière dont la personne va changer d'un point de vue de neurofinance, justement, Mhm. entre le moment où elle était simplement un observateur et un analyste, et elle est et le moment ensuite, le moment d'après, où elle est dans l'emprise du marché parce qu'elle a mis un dollar, un euro, et un moment dans lequel donc elle va nourrir une espérance parfois démesurée. Et selon ces analyses de finances comportementales, eh bien, ce changement, en fait, d'un point de vue neuropsychique, eh bien, s'opère en quelques dizaines de secondes. Voilà. On peut comparer cela à une course hippique Mhm. dans laquelle, à partir du moment où j'ai investi un ticket sur un canasson et sur son cavalier, eh bien, tout à coup, vous voyez tous les gens la ferveur autour de ça et la manière dont ils vont s'exciter Tout à fait, oui. pour voir en fait leur ticket se transformer, leur pari se transformer en quelque chose de gagnant. On a vraiment là une caractéristique de ce qui touche en fait l'investisseur à partir du moment où il a mis un ticket. On peut considérer l'investissement, d'ailleurs c'est ce qu'on fait en finance comportementale, comme un ticket de loterie. C'est quelque chose qui se fait souvent. Alors non pas dans le sens où métaphorique ou du genre je vais au casino ou c'est un ticket de loterie, mais à partir du moment où on met un euro, un dollar sur un marché financier, eh bien on fait en gros un pari. Est-ce que c'est une bonne chose, oui ou non? Parce que, pour reprendre par exemple mon cas personnel, heu, il y a maintenant quelques années, hem, suite à une vente immobilière, j'ai eu, à disposition une certaine somme d'argent Mhm. et de ce moment-là, donc j'étais, tout doucement un petit peu intéressé de loin aux différents marchés financiers, la bourse, les crypto-monnaies, le Mhm. crowdfunding et cetera, différents types d'investissements et à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Je vais sur tous ces marchés-là» parce que je suis intéressé, mais de l'extérieur. J'y vais un petit peu, très raisonnablement, hein, j'y mets qu'une toute petite partie, mais pour justement, comme tu le décris, être investi dedans et pour que derrière, euh, mon cerveau puisse, je sais que je vais pas être concentré de la même façon si je regarde simplement en tant que spectateur ou si je suis acteur de ce marché. Et donc j'ai voulu y aller vraiment en me disant, en étant actif, c'est sûr et certain que je vais apprendre. Alors, il y a deux choses là. En fait, il faut distinguer le fait de mettre un dollar sur un marché pour se sentir investi et apprendre. Et ce dont je parlais, c'est plus le fait de mettre un dollar et changer carrément d'état d'esprit en fait. Dans la démarche que toi tu suggères, c'est je mets un dollar dans un marché parce que ça va me permettre de me confronter au marché, de le surveiller. Il y a une démarche un peu scientifique là-dedans. Et moi, ce que je décrirais, c'est plus une approche émotionnelle dans laquelle, waouh, j'ai mis un dollar et ça y est, quoi. Alors effectivement, le biais d'ancrage, le biais de conservatisme, de confirmation, là, tous les biais cognitifs. D'accord, à biais de confiance, etc. Je mets un dollar et je vais être champion du monde, multimillionnaire en 3 jours parce que Éventuellement. j'ai entendu 3 fois que ça fonctionnait pour les uns pour les autres. Mm. Voilà, ouais. Donc on retrouve aussi donc quelque part un biais de confiance qui fait que on a des jugements vraiment irrationnels et pas fondés, comme tu l'expliquais, Mm. sur des approches scientifiques. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous confirmer, alors je ne sais pas si c'est l'aversion au risque ou pas, mais comme quoi une perte serait beaucoup plus douloureuse qu'un gain ne fait plaisir. Je m'explique. On a investi en bourse, le titre fait moins 50%, on perd, je ne sais pas moi, 2000 euros, ça va nous arracher le cœur, que si à l'inverse, on va gagner ces 2000 euros sur les marchés tranquillement, on va être content, mais pas autant que lorsqu'on perd.
que la douleur nous fait mal lorsqu'on perd. Est-ce que c'est vrai ça? Ça, c'est un peu relatif à chacun, je dirais. Alors, il y a différents styles. Alors, je pense que ce qui peut permettre de répondre à la question, c'est de comprendre qu'il y a différents styles d'investisseurs. Il y a des gens qui sont des joueurs. Donc, un joueur, en fait, effectivement, a ce désir pas forcément de se confronter au marché, mais d'y investir pour avoir un peu le frisson, en fait. Hein. Euh, c'est c'est quelqu'un qui relève plus du parieur au casino. Voilà. Donc je joue à la roulette, je joue sur une couleur ou sur un chiffre pair ou impair, et voilà, la roue va tourner et j'ai certaines émotions comme ça qui relèvent de- d'une sensation qui mais plus en lien au jeu. D'accord. Donc un joueur en réalité, lui, il place un euro sur le marché et il attend que la roue tourne et voilà. Bon, il va peut-être perdre, mais à la limite, il va rejouer jusqu'à ce qu'il gagne en fait. Euh, Mhm. Éventuellement, hein, parce que je rappelle que les expériences au casino sont indépendantes. Et de la même manière, lorsqu'on parie un dollar ou un euro sur les marchés financiers, en réalité, les expériences sont indépendantes, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on investit n fois de manière successive à n plus 1, on va gagner. D'accord. Ce qui relève d'ailleurs de ce qui s'appelle on en parlera plus tard, mais on pourra en dire un mot tout à l'heure sur l'erreur du parieur. Ouais, c'est pas, pour reprendre un autre exemple, c'est pas si on est à la roulette, c'est pas parce qu'on a fait 5 fois la rouge que la sixième fois ça va être la verte, quoi. C'est ça? Exactement. Et à Mm. ce titre, d'ailleurs, ce qu'on voit au casino, c'est qu'il y a des écrans sur lesquels il y a un historique des couleurs qui sont tombées, des couleurs ou des chiffres. Ils veulent jouer justement sur ce biais-là, ou pensant que nous faire tomber dans le panneau. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que peu importe ce que l'on voit, c'est-à-dire que sur un petit nombre de tirages, on ne peut pas faire de probabilité. Mais sur 10 000 tirages, effectivement, on va retrouver une probabilité de 50% pour tomber sur le vert ou le rouge, etc. Mais en gros, à chaque fois qu'on jette un dé, ou qu'on met un euro sur les marchés financiers, les expériences sont indépendantes. Et là, on peut le dire de la même manière suivante, c'est-à-dire on peut le projeter cette idée sur un point de vue temporel, c'est-à-dire que c'est pas parce que jusqu'à hier le marché a augmenté de X% que demain il va continuer à progresser de X%. Hein. Donc il faut bien comprendre ça et à chaque fois faire son travail qui consiste à analyser les choses de manière Mhm. scientifique, comme si à chaque fois était une nouvelle fois. Quel conseil tu pourrais donner là, pour en revenir par exemple au marché des crypto-actifs, aujourd'hui, où je ne sais pas si on peut parler de formation d'une bulle, mais encore une fois, si le cycle se répète, en tout cas, on est dans une phase, vraiment, qui commence à s'accélérer. Bon, même si là, il y a eu une petite pause, je rappelle qu'on est, au mois de mai là 2021, et que fin avril, il y a eu une petite pause, des marchés. On verra où ça en est. Mais ceux qui ont peur de rater le train, cette expression du FOMO, Fear of Missing Out, quel conseil tu pourrais donner pour les personnes qui veulent quand même rentrer sur ce marché, par exemple? Et de quel biais on est attaqué quand on a peur de le manquer le train? Je sais que moi, je l'ai, hein, clairement. Il y a plein de valeurs sur lesquelles j'ai envie de me positionner, des petits altcoins, etc., etc., qui me font de l'œil. Mais d'une, j'ai peur de louper le train. Et deuxièmement, j'ai peur de faire une connerie, de rentrer entre guillemets trop tard, sachant que j'ai une approche, personnellement, plutôt sur du long terme. Ou pour rentrer sur ce marché comme ça, sur un marché un peu d'euphorie, un peu à l'image de l'action Tesla, hein, qui a bien monté là dernièrement, etc., etc. Quand on a des valeurs comme ça qui nous font de l'œil, il y a peut-être le biais un peu moutonnier, l'effet moutonnier, où on a envie d'aller peut-être où tout le monde va, et donc forcément, si tout le monde va, l'offre et la demande, bon, le marché explose et il y a la création de la bulle. C'est peut-être un peu ça. En rapport, en tout cas, à Fear of Missing Out, qui est une expression qu'on utilise à foison aujourd'hui, qui correspond d'ailleurs à une expression qu'on utilise également en économie, qui s'appelle le coût d'opportunité. Qu'est-ce qui se passe en fait si aujourd'hui je ne m'investis pas, et bien demain j'ai un coût d'opportunité ou un manque à gagner de 5-10%. Vous voyez par exemple, justement, en rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire que le Bitcoin, là je crois qu'il a pris 11% entre hier et aujourd'hui. Euh, donc ça signifie que voilà, quand on n'est pas dans ce marché-là, et effectivement, entre choisir entre le titre Michelin et le Bitcoin, on préfère le Bitcoin parce que potentiellement ça va en sens unique et puis qu'il peut y avoir des mouvements qui
qui d'ailleurs peuvent correspondre à une année de bourse complète. Hein. C'est-à-dire dans des années avant où la bourse progressait normalement du mois de janvier au mois de décembre suivant, et ben, on considérait qu'un gain de 15% en bourse était déjà très intéressant. Alors que là, on a des monnaies qui varient de 10-15% parfois en un seul jour. Voilà, donc ça donne effectivement extrêmement envie. Euh, le truc, c'est que moi, je suis pas quelqu'un de joueur du tout. Euh, je privilégie beaucoup la sagesse, donc je vais pas beaucoup exciter ceux qui écoutent le podcast. Non, non, mais au contraire, c'est pour apporter justement une touche de sagesse et si ça peut permettre à certains d'éviter de se brûler les ailes, au contraire, c'est ça qui nous intéresse vraiment. Alors, en tous les cas, voilà ce qu'il faut faire, me semble-t-il, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de toujours analyser la situation avec beaucoup de froideur. D'accord. Donc, fermer ses oreilles, fermer ses yeux, je parle en rapport à ce que l'on voit, à ce que l'on écoute, et faire son travail, c'est-à-dire faire ses devoirs, et analyser les choses de manière posée et sereine, et essayer de faire de la science. Donc s'extraire de toute la partie irrationnelle pour prendre son ordinateur, son papier, son crayon, et commencer à analyser le marché de manière très objective et scientifique. Alors, premier élément, c'est-à-dire faire fi des biais d'ancrage, des biais de conservatisme, de confirmation, de toutes ce qu'on appelle les heuristiques aussi en finance comportementale, et faire son travail. Alors c'est ennuyant parce que par définition, les hommes, les humains, les hommes, les femmes, hein, pareil évidemment, on est un peu paresseux, c'est-à-dire qu'on préfère écouter les sirènes, et comme Ulysse va tenter de plonger au fond de l'océan pour être séduit par ce chant-là. Mais faut pas oublier qu'Ulysse, il s'est attaché à son bateau, hein, il voulait bien écouter le chant des sirènes, mais il a évité de plonger. Hein. Complètement, c'est terrible et encore une fois pour le rapporter à ma petite personne, mais je pense que ça fait écho à beaucoup de gens qui nous écoutent. Pour peu qu'on soit paresseux et en plus de nature relativement curieuse, bah là on est foutu. Moi je vois tout qui brille de partout. J'ai envie d'aller vraiment sur tous les secteurs, etc., etc. En faisant forcément mes devoirs maintenant, est-ce que je l'ai fait de façon assez poussée? Je ne pense pas. Je ne sais pas, je ne pense pas. Donc, comment on fait? On reste écarté des marchés ou alors faut être le boss de, je sais pas moi, du marché action, du CAC 40, du S&P 500 ou que de l'immobilier locatif résidentiel. Comment on fait dans tout ça? Eh bien, pas de problème en fait. Il est tout à fait possible d'analyser le marché correctement, s'intéresser à pas mal de classes d'actifs ou de marchés. Je dis simplement qu'il faut travailler et y consacrer du temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, si on veut, par exemple, rentrer sur le Bitcoin, qui est probablement dans une bulle. Je dis une bulle pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des gens, s'investissent sur ce marché-là sans réfléchir, et que effectivement, on retrouve ce mécanisme de fear of missing out ou de coût d'opportunité qu'on retrouve dans la plupart des bulles, avec le fait que n'importe qui aujourd'hui parle du Bitcoin. Donc, quand on en est là, ça veut dire que le marché probablement est en bulle. Ouais, en effet, je fais une petite parenthèse, c'est très très intéressant ce que tu dis quand on entend, je vais dire entre guillemets la grand-mère du coin qui n'a jamais été portée sur les finances, etc., nous venir nous parler de Bitcoin à la boulangerie. Là, on peut se dire tiens, il y a des éléments qui font penser que ça commence à sentir un petit peu mauvais pour l'actif en question, où il y a peut-être quelque chose qui se trame, il faut rester vigilant quoi. En gros, c'est ça quoi. Voilà, il faut être vigilant. C'est quelque chose qu'on observait également à la fin des années 90, dans l'ère des valeurs Internet en 2000-2001, enfin 99-2000-2001. N'importe qui parlait d'acheter des valeurs Internet. Voilà, donc 20 ans plus tard, on retrouve ces mêmes mécanismes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a rien de plus stable que la psychologie humaine, qui varie entre la peur d'un côté et l'euphorie ou comment dire, le fait de vouloir gagner rapidement. Voilà, il y a une sorte d'état de balancier comme ça. Aujourd'hui, on est dans une phase où, d'ailleurs, sur la plupart des actifs, en fait, hein, c'est pas seulement le Bitcoin, la plupart des indices actions ont depuis l'année dernière, au bon moment, pris quasiment 100%. Donc, ce dont on parle ne concerne pas uniquement le Bitcoin, mais un environnement comme ça dans lequel il y a énormément d'argent à disposition et que la plupart des investisseurs ont envie de profiter de quelque chose. Alors maintenant, pour aller plus loin en rapport à ta question, que faut-il faire? Donc j'ai dit qu'il faut travailler, quels que soient les cas actifs, et il faut chercher des points d'entrée en réalité sur le Bitcoin. Voilà, pas rentrer au milieu de nulle part à n'importe quel moment. D'accord?
Donc ça implique un minimum de travail déjà. Alors, quels outils on a à disposition pour entrer sur le Bitcoin? En vérité, on ne peut pas trop faire aujourd'hui d'analyse fondamentale parce qu'on est dans le cadre d'une révolution qui relève notamment du champ monétaire et qu'il est difficile aujourd'hui d'évaluer si tel ou tel alt ou tel crypto actif est plus ou moins bien valorisé. D'accord, c'est quelque chose, c'est un travail qui est difficile à réaliser parce qu'on sait pas très bien où on va en fait. Je parle en termes qualitatifs, en termes de aujourd'hui on en est là et que seront les crypto-monnaies dans 10 ans de manière précise. Oui, ça reste encore un marché très très jeune, on n'a pas trop de recul et d'historique dessus, ouais, tout à fait. Ouais. Exactement. Donc difficile de faire du fondamental. Donc moi, ce que je pourrais proposer à ceux qui écoutent, c'est simplement faire un travail d'analyse technique, qui est un travail rapide, mais attention, parce que beaucoup pensent que l'analyse technique consiste à poser une moyenne mobile, mettre 3 à 4 indicateurs et tirer un ou deux traits, et le travail est fait. Euh, pour avoir été un praticien, et encore un peu maintenant, j'avoue, d'analyse technique pendant de nombreuses années, elle-même, pour acquérir vraiment les savoirs, il faut déjà avaler quelques bouquins, on va dire quelques bouquins de base, et faire ça au jour le jour, enfin, chaque jour pendant des heures et des heures. J'imagine, ouais, j'imagine, et je pense pas que ce soit le cas de la majorité, en tout cas des auditeurs de la bonne fortune, mais c'est intéressant de se dire, tiens, si on veut se placer entre guillemets sur un creux de marché, c'est une certaine forme d'analyse graphique, donc on va voir le marché qui évolue, etc. Et est-ce on aurait tous tendance à dire, hop, d'imaginer la suite et de voir le marché qui progresse parce qu'on a envie de le voir qui progresse, mais c'est pas forcément la réalité. Peut-être encore une fois un excès de confiance ou alors un biais de confirmation quelque part. Hmm. Exactement, voilà, j'allais le dire si tu le disais pas. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des pièges, quelle que soit la manière dont on analyse le marché. Je rappelle qu'il y a en gros trois manières d'apprendre le marché. Il y a une approche fondamentale, qui est une approche en matière de valorisation. C'est-à-dire qu'est-ce que vaut un actif? Est-ce qu'il est sous-valorisé? S'il est sous-valorisé, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais m'investir dedans. S'il est survalorisé, bah, je ne m'investis pas dedans. C'est ce que classiquement font la plupart des gérants d'actifs professionnels, donc l'approche fondamentale. Il y a une approche qui s'appelle une approche quantitative, qui est purement mathématique et statistique, qui relève de la finance moderne. Et celle-ci est inaccessible à l'investisseur individuel, puisqu'elle nécessite un bagage financier, mathématique, statistique et informatique que la plupart n'ont pas. On ne va pas leur en vouloir. Hein. Et enfin, il y a une approche qui relève de la psychologie du marché avec plusieurs éléments. Ça peut être l'analyse des réseaux sociaux, ça peut être une analyse technique ou encore une approche comportementale. Voilà. Du coup, j'ai oublié ta question. Est-ce que c'est quoi la question? C'était de voir, ouais, voilà, que le biais de confirmation, est-ce que c'est celui-là où on a tendance à vouloir se dire, tiens, je vais confirmer que le marché, là on prend le Bitcoin, mais ça peut être l'immobilier. J'ai acheté un appartement 200 000 euros locatif. Allez, j'ai le biais de Mm. confirmation. Dans 5 ans, je le revends. Le marché augmente depuis le début, donc allez, ça va continuer à augmenter. Et je vais me dire, je vais essayer de trouver peut-être toutes les sources qui vont aller dans le sens là que je pense quoi. Si je pense que le marché va augmenter, je vais lire tous les articles de Capital, de bourse, pardon, de BFM Business, etc., qui vont dire, tiens, le marché de l'immobilier explose et hop, je suis content et je vais confirmer tout ça. Alors, il y a deux biais qui se ressemblent et qu'il faut distinguer néanmoins. Il y a d'une part le biais de conservatisme, en fait, dans lequel il y a un certain nombre d'informations qui viennent à nous, mais on va avoir tendance à minimiser les informations qui sont discordantes par rapport à notre opinion. Voilà, ça c'est important de savoir. Et il y en a un autre qui relève, donc, qui s'appelle le biais de confirmation, dans lequel, là, c'est un peu opposé, c'est-à-dire c'est l'individu lui-même, l'investisseur, qui va chercher les informations qui le confortent euh, dans, son, euh, dans son idée principale et qui lui permettent d'éviter les informations contraires. D'accord. Donc, biais de conservation et biais de conservatisme, pardon, et biais de confirmation. Voilà, deux biais qui se ressemblent et qu'il faut distinguer un petit peu, et de la manière dont justement on appréhende les informations en fonction qu'elles sont discordantes par rapport à notre opinion ou non. En rapport à aux trois types de méthodes d'approche des marchés financiers, c'est là où je voulais en venir, ça me revient. Lorsqu'on fait de l'analyse fondamentale, on peut être soumis à un certain nombre de biais, effectivement, parce que l'analyse fondamentale repose justement sur la collecte d'informations, et on peut très bien être soumis au fait de justement sélectionner les informations qui vont dans notre sens et mettre de côté celles qui sont plutôt discordantes.
On peut être aussi tenté, par biais de confirmation, à aller chercher des informations qui vont effectivement nous conforter dans une idée principale parce qu'on est investi sur les marchés financiers. Donc, l'analyse fondamentale est sujet à toute forme de biais éventuel. L'analyse psychologique des marchés financiers, si on fait par exemple de l'analyse technique, on peut très bien apposer sur son graphique un certain nombre d'informations, puisqu'on sélectionne les informations en réalité quand on fait de l'analyse technique. Mhm, mhm. On détermine si oui ou non on va utiliser tel ou tel indicateur. La manière dont on trace les droites de tendance, dont on utilise les moyennes mobiles, c'est déjà un moyen d'orienter un avis. Donc, il faut faire attention, lorsqu'on fait également de l'analyse technique, de ne pas être soumis à un certain nombre de biais cognitifs qui visent justement à sélectionner des indicateurs ou à visualiser les choses de la manière qui nous convient le mieux, parce qu'on est investi. Donc, normalement, les deux premières formes d'analyse dont on parle, donc analyse fondamentale d'une part et analyse technique ou psychologique d'autre part, peuvent être soumis à biais de confirmation ou de conservatisme, justement parce qu'au départ, on va chercher de l'information et qu'on peut en prendre certaines et mettre d'autres de côté. Il y a une autre approche qui consiste, la troisième dont je parlais, à éviter toute forme de biais, et c'est avoir une approche justement statistique ou algorithmique, D'accord. qui, elle, alors dans le cadre de la finance moderne, eh bien, n'est pas soumise à biais, puisqu'on utilise en fait les modèles qui sont valables, quel que soit, enfin, qui doivent être valables, quelle que soit la nature du marché, haussière ou baissière, et qui vont donc permettre de déterminer une allocation d'actifs ou des signaux d'achat-vente de manière purement mathématique. Voilà. Une fois qu'on a tous ces éléments, on sait qu'on est soumis à des biais et donc on va être de temps en temps avoir des approches entre guillemets dites irrationnelles. Donc une fois qu'on est au courant de tout ça, comment on travaille, comment on se place, que ce soit pour acheter sa maison, faire du locatif, venir sur les marchés financiers, pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc c'est toujours une bonne approche. Est-ce que c'est toujours une bonne approche, donc d'une part de diversifier ses investissements pour éviter de se prémunir et de se planter. Est-ce que c'est une bonne approche en bourse de faire du dollar cost averaging, l'investissement par palier, ce qui éviterait peut-être de faire trop ses devoirs et enfin je sais pas. Est-ce que ce sont des approches comme ça, voilà, la diversification, le DCA par exemple, deux approches qui peuvent être intéressantes. Alors, la diversification, de toutes les façons, est nécessaire pour qu'un portefeuille soit moins risqué. Encore faut-il que cette diversification, on calcule un petit peu la corrélation entre les actifs euh, que l'on que l'on met en portefeuille. Par exemple, si on prend un portefeuille d'actifs où il y a, on se dit par exemple naïvement qu'on va diversifier en prenant du Bitcoin, de l'Ethereum et du Ripple, on diversifie rien du tout. En fait, on multiplie par 3 son risque, d'accord? Donc, un portefeuille diversifié, c'est un portefeuille dont chacun des éléments qui composent le portefeuille est décorrélé des autres. Premier élément, ça c'est extrêmement important. Bon, alors soit on calcule une corrélation entre ces différents actifs, soit de manière plus visuelle, on prend les deux courbes relatives au prix d'évolution de ces actifs et on voit si effectivement elles sont oui ou non corrélées. Oui, très bien. Comme par exemple, on oppose souvent en fait comme marchés qui sont décorrélés, souvent le marché action par exemple avec le marché des matières précieuses et notamment l'or par exemple. Souvent quand le marché action augmente, l'or stagne ou diminue. Est-ce que ça serait ça? Dans un portefeuille un peu à la Ray Dalio qui fait justement un permanent portfolio, comme il appelle ça, ou all weather, all season Oui. de toutes les saisons, avec 25% d'actions américaines, 25% de small cap, je crois, 25% d'obligations et 25% d'or, pour être justement décorrélé sur des marchés décorrélés les uns des autres, comme tu l'évoques, et pour éviter justement d'avoir simplement 100 lignes sur les marchés actions américaines, où là on serait au final pas diversifié du tout, quoi. Bah, ce que je suggère à nouveau, vous voyez ce dont tu parles, c'est une forme de biais d'ancrage, c'est-à-dire l'expert a dit 25% par-ci, 25% par-là, donc c'est ça. À nouveau, là, on tombe précisément, ce qui est intéressant, dans le biais d'ancrage qui consiste à prendre pour vérité ce que d'autres ont dit.
Ce que je voulais dire par là, même si moi, comme tu le dis, hein, j'y crois quand même, mais Ouais, ce que je voulais dire par là, c'est pas d'appliquer, ce portefeuille 25%, je comprends 25%, bien. c'était juste pour imager la décorrélation entre ces classes d'actifs. Le marché obligataire est souvent dit décorrélé du marché action, par exemple, c'est ça? Mais peu importe que ce soit quelqu'un qui dit 25% pas, c'est plutôt le biais d'ancrage, c'est également éviter les on dit ou on dit que, voilà, Mmh, ou mmh, bien mmh. normalement les choses se passent de telle ou telle manière. Ça, c'est on tombe dans le biais d'ancrage, c'est-à-dire on tombe dans une espèce de repère cognitif qui devient en fait un cap à tenir sans que l'on ait fait son travail. Et on tombe également dans ce qui s'appelle en finance comportementale une certaine forme d'heuristique, c'est-à-dire un raccourci de raisonnement qui permet de sauter un certain travail. Nombre d'étapes, ouais, bien sûr, Voilà. ouais, ouais, ouais. En fait, ouais, ouais. Ouais, ce que tu veux dire par là, c'est que c'était certainement vrai d'une époque, c'est peut-être le cas aujourd'hui, mais ça n'empêche pas de faire ses propres devoirs pour voir si c'est toujours d'actualité, cette décorrélation entre les marchés que je t'expliquais là, par exemple, c'est ça. Effectivement, il faut faire ses devoirs, c'est-à-dire que à certains moments, ce que tu évoques sera tout à fait valable, à d'autres moments, ça ne le sera pas. Et D'accord. comment savoir, comment distinguer si on est dans un moment où ça fonctionne ou un moment où ça ne l'est pas. Donc, au jour le jour, je répète pour ceux qui nous écoutent, il faut travailler, oublier, fermer ses oreilles, fermer ses yeux et faire son travail. Donc, effectivement, y a-t-il corrélation? Eh bien, je prends mon tableur Excel et je la calcule, c'est pour ceux qui savent, ou je compare deux graphiques et je regarde. Euh, Ce dont il faut se rappeler également, c'est qu'à certains moments du cycle des marchés, il y a peu de corrélation entre certains actifs. Par exemple, quand le marché progresse, le marché action, j'entends, hein, Mhm. les actifs ne sont pas forcément très corrélés. Mais quand le marché baisse, c'est-à-dire quand il y a une forte correction, tout à coup, tout devient très décorrélé. Très corrélé, pardon, très très corrélé. Donc, il devient très difficile, dans un moment de marché où le marché corrige, d'avoir un portefeuille qui est harmonieusement réparti. Voilà. Oui, comme on a pu le voir avec la crise du Covid où au mois de mars l'an dernier, le marché action a commencé à se casser la goule, l'or s'est cassé la goule dans le même temps, le Bitcoin, les cryptos sont cassés la goule aussi. Pourtant, on disait de l'or et des crypto-monnaies, ce sont des valeurs refuges quand il y a une crise, etc. Ça permet de parer, mais au final, on a pu s'apercevoir que tout le monde prenait des liquidités là où il en avait, et donc ça a entraîné la chute de l'ensemble de ces marchés-là en fait. Bah, écoute, David, est-ce que tu as des références, des ressources, à proposer, sur tous ces domaines de finances comportementales, d'une façon générale? Sur la diversification, pardon, je ferai prochainement, c'est prévu, un épisode vraiment, sur l'émission de la bonne fortune, vraiment dédié à la diversification. Pourquoi il est intéressant de diversifier, pourquoi il est intéressant de diversifier de façon décorrélée, et cetera. Mais sur la finance comportementale, les biais cognitifs, et cetera, sur notre folie d'investisseur en quelque sorte. Est-ce que tu as des références Alors à justement, proposer? ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est tu avais posé une question et je vais y répondre également à la dernière que tu soulèves. Tu te demandais comment en fait éviter tout ça, c'est-à-dire éviter d'être sujet à biais cognitifs. Eh bien, c'est déjà en avoir conscience et faire avoir une certaine forme d'introspection, à chaque fois se questionner pour savoir si oui ou non on est dans quelque chose de purement euphorique ou si on est posé, réfléchi, scientifique. Donc ça, c'est une introspection qui est nécessaire à chaque investisseur individuel. C'est extrêmement important à chaque fois de réfléchir, de se poser. Et à ce titre, il y a bon, un bouquin qu'on peut recommander qui est accessible vraiment à la lecture pour tout le monde. C'est un bouquin de Michael Mango qui s'appelle Psychologie des marchés financiers. Je répète, Michael Mango, Mangot. D'accord, et de toute manière, je mettrai tout dans les liens de l'émission. Ouais. Mm. Voilà, qui est un bouquin, je dirais, très intéressant et à la fois une vulgarisation, mais un peu, non, mais un peu sexy hein, quand même. C'est pas la vulgarisation au sens péjoratif que je dis, que je l'évoque, mais une vulgarisation de la finance comportementale. Oui, c'est pas un travail académique très très lourd à absorber, c'est très accessible pour les investisseurs ou certains auditeurs de Et on l'émission. ne peut le recommander d'avoir une lecture approfondie de cet ouvrage avant même de se lancer. Alors, à nouveau, je suis un peu, voilà, je suis pas très marrant parce qu'effectivement, je vous dis qu'avant de vous envoyer en l'air sur les marchés financiers, eh bien, encore faut-il en savoir un minimum. Et il faut lire, il faut beaucoup lire, beaucoup travailler, éventuellement écrire, faire ses analyses. Alors, en ce sens, je vous suggère enfin, je suggère à ceux qui nous écoutent de lire
le bouquin de Michael Mango, qui est très intéressant, qui est une bonne entrée en matière, et qui permet de prendre conscience des biais auxquels on peut être soumis. Alors, quand on lit, il ne faudra pas le lire comme un roman, mais comme une autocritique. C'est-à-dire, ah oui, effectivement, ah, je lis ça, et oui, à certains moments, j'ai pu être soumis à cette forme de biais, et je vais essayer de corriger. Voilà, essayer de faire en sorte d'avoir une sorte d'auto-coaching comme ça, qui va permettre de progresser. Euh, j'ai coaché beaucoup de monde, et ce que je remarque également, c'est que pour certains, il y a des investisseurs assez élégants, poussés dans leur approche, qui est quasiment scientifique dans leur technique. Mhm. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la technique et il y a le psychologique. Vous voyez, c'est comme si, justement, on parlait tout à l'heure de mes expériences par ailleurs, en dehors de ce que je fais. Dans le domaine de la guerre, il y a ce qui relève de faire du tir sur un champ de tir, avec une cible qui ne bouge pas et sans être soumise au feu ennemi, et le fait d'être dans un univers incertain, un autre environnement, dans lequel eh bien, il y a tout là. Il y a la technique d'une part, mais cette technique elle risque d'être mise de côté parce que il peut y avoir la peur, il peut y avoir certaines En, appréhensions. en effet, on le remarque et c'est très très juste ce que tu dis. D'ailleurs, on en profite pour embrasser tous les copains militaires et tous ceux qui nous écoutent. Ils sont beaucoup à vouloir investir aussi. Et c'est vrai, c'est très très important parce qu'on a beau avoir l'ensemble des connaissances vraiment, mais vraiment ancrées en nous fondamentalement, dès lors qu'on est soumis à une certaine forme de stress, et là tu l'évoquais au travers Mhm. l'armée, la guerre, etc. On a beau être le meilleur tireur dans son salon ou joueur de fléchettes du samedi soir, une fois qu'on est soumis au stress vraiment en situation opérationnelle, on le voyait également chez les pompiers, dès lors qu'il fallait intervenir avec du stress, ben, on pouvait avoir la personne la plus qualifiée intellectuellement, mais une fois qu'elle était soumise au stress, c'était pas forcément celle qui s'en sortait le mieux sur le terrain. Et donc là, en l'occurrence, sur les marchés financiers ou dans l'investissement d'une façon générale, c'est un petit peu ça aussi. On a beau avoir les connaissances fondamentales techniques que tu cites, notamment au travers de cet ouvrage, c'est déjà une bonne approche. Mais après, il y a également la psychologie et être conscient qu'on peut faire des fois des bêtises Mhm. sous l'effet du stress, quoi. Tout à fait. Voilà, donc ça veut dire que, euh, effectivement, j'ai vu des investisseurs qui étaient brillants d'un point de vue technique, et puis je me suis rendu compte, enfin on se rendait compte en regardant ce qu'ils faisaient, en décortiquant un peu leur trade, que tout à coup, à nouveau, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire entre le moment, il y a un moment où on est analyste, et il y a un moment où il y a la prise de décision, où on est dans l'emprise des marchés. Et dans ces deux moments-là, eh bien, la psychologie peut reprendre le dessus. Enfin, la psychologie, je parle de sa partie côté obscur Dark Vador, peut prendre peut prendre le dessus par rapport à quelque chose de plus sage. Voilà. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir déjà la technique, ça c'est un prérequis, hein. Mhm. Puis un peu comme tu suggérais ou comme tu le faisais tout à l'heure, c'est-à-dire de mettre en même temps qu'on va apprendre la théorie, la mettre en pratique rapidement pour ne jamais être décorrélé d'une connaissance technique avec l'emprise réelle du marché. À ce titre, il est inutile, par exemple, de perdre des milliers d'euros pour commencer à apprendre sur les marchés. On peut très bien avoir un livre d'un côté, commencer à mettre un petit peu d'argent, parier. Non, je ne vais pas parier, mais mettre en risque 100 euros pour ceux qui Mhm. s'intéressent. Et puis, effectivement, il faudrait perdre 20 trades d'affilée pour perdre 2000 euros, mais on va rarement perdre 20 trades d'affilée, même si on est très mauvais. Voilà. Donc, ce qu'on peut proposer à ceux qui écoutent, c'est déjà d'augmenter leurs compétences techniques avec beaucoup de lecture, d'introspection, qu'elles soient psychologiques ou techniques, et ensuite positionner dans le même temps parfois un petit peu de risque. C'est comme lorsqu'on va par exemple apprendre à passer le permis, on commence effectivement à passer son code, et puis la personne au permis, elle dit bon bah ça y est, on va mettre les pieds dans une voiture, et puis on va commencer à mettre en pratique ce qu'on utilise d'un point de Ah vue ouais, technique. mais on commence sur un parking tranquillement où il y a personne, c'est Exactement. sécurisé, on se lance pas les Champs-Élysées, sur la place de l'Étoile, ouais. Mmh. Voilà. Et ça permet à l'apprenant, qui va effectivement avoir son code à un moment donné, eh bien, à un moment où il a son code, il a déjà quelques heures de route et il peut continuer harmonieusement à poursuivre son éducation dans le domaine. Voilà. Donc, ça, c'est très important. On peut aussi recommander un autre ouvrage à ceux qui nous écoutent, qui est, je répète, probablement plus accessible, c'est de faire de l'analyse technique plus que d'analyse fondamentale ou d'analyse quantitative. Eh bien, en analyse technique, il y a des bouquins notamment de Pring ou de Murphy qui sont des gros pavés, en fait, des grosses bibles, dans lesquelles on trouve un minimum d'éléments à connaître pour faire ses débuts en analyse technique. Voilà. En tous les cas, ne pas avancer sur les marchés
dans l'idée que on maîtrise, parce qu'en réalité, on maîtrise rien, même si on est très très avancé, on ne maîtrise rien. Enfin, on maîtrise pas le futur en réalité. C'est ça que je veux dire, hein. Oui, il faut rester humble par rapport à son Voilà. savoir, ses connaissances du jour et toujours être dans une approche de remise en question, en quelque sorte, parce qu'on maîtrise pas l'avenir. Voilà, chaque jour est un nouveau jour. Il faut chaque jour faire ses devoirs, analyser le marché et ne pas avoir la sensation qu'il y a une quelconque maîtrise. À partir du moment où on sent qu'on maîtrise, c'est le début de la fin. C'est comme, par exemple, le jeune homme qui a 18 ans, qui vient d'avoir sa moto, sa grosse moto, et son permis, il est à 150 et il se dit ah ouais, c'est super, je maîtrise. Et il va à 250 et il meurt. D'accord. La sensation de maîtrise est un début vers le premier pas que l'on met pour peut mener à la perte structurelle en fait, hein. Donc Mmh, mmh mh. penser que chaque jour est un jour nouveau, avoir de l'humilité, beaucoup lire, beaucoup étudier et beaucoup travailler. Voilà. Super intéressant. Bah, c'est cool parce que je pense que, encore une fois, l'ensemble des auditeurs vont apprendre énormément de choses et déjà commencer par soi-même avant de partir sur la technique des différents investissements. C'est toujours bien de se connaître soi-même et c'est super intéressant. Est-ce que tu utilises, toi, des applications particulières au quotidien, que ce soit dans le monde de l'investissement, des marchés financiers, de l'investissement d'une façon générale ou autre, ou même dans la vie courante? Est-ce que tu as des applications coup de cœur du moment que tu pourrais recommander? Ils sont liés au marché, j'imagine, oui, forcément. Une application coup de cœur que tu utilises dans ton quotidien, que tu aimes bien, que tu voudrais partager, qu'elle soit liée à l'investissement ou non, hein. C'est vraiment, tu peux en donner plusieurs après, hein, c'est... Bon, ok, alors ce qui relève de l'investissement, écoutez, le truc c'est que moi je vais très loin dans ce que je dis, de ce que j'ai proposé de faire. C'est-à-dire quand je dis de travailler, c'est-à-dire que mon partenaire et moi-même, Thomas Van Der Vist, on a en fait tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on a pensé, on a créé nos propres applicatifs en fait, hein. Donc que ce soit dans le domaine logiciel, dans le domaine du backtesting, dans le domaine des algorithmes, on a tout créé. La moindre ligne de code, elle émane de nous-mêmes en fait, en réalité, hein. Bon, tout le monde ne peut pas faire ça, on en convient. Mais dans le processus de, parce que c'est un processus de recherche et développement, parce que quand on parle de marché financier, c'est qu'est-ce qui fonctionne. C'est comme si on était un ingénieur chimiste. Voilà, on est face à un laboratoire, il y a des tubes à essai, il y a des produits. Est-ce que ça fonctionne bien avec ça? Est-ce que là, ça va pas me péter au visage? Voilà, donc il faut faire des tests, il faut avoir une approche scientifique. Et moi, nous, enfin, avec mon partenaire et moi-même, on a poussé ça très très loin, si bien que on n'utilise rien dans le marché en fait. On utilise nos propres applicatifs qu'on a construits nous-mêmes. Voilà. D'accord, ils sont disponibles pour le grand public, ils sont commercialisés, on peut en faire la promo si c'est le cas, hein. Moi, c'est très très bien, hein. Tu peux... Bah, jusqu'à une période récente, voilà, on faisait la promotion d'un logiciel qui s'appelle iOS 360, donc on fait plus vraiment la promotion. En fait, en rapport à l'émission, je n'ai pas vraiment fait cette émission parce que j'ai un truc à vendre à la fin, mais plus pour délivrer un message à ceux qui nous Mhm, écoutent. mhm. Et puis, bon, au cas où, à un moment donné, effectivement, on arrive à créer notre fonds, bon, ben voilà, effectivement, s'il y a des gens que ça Je- intéresse, ils pourront nous rejoindre. Mais l'idée d'émission, c'était, enfin, pour moi, en tous les cas, c'est de, parce que je suis quand même, je suis comme un petit peu, j'aime bien répandre la bonne parole si possible. Et on est dans un monde de facilité, c'est-à-dire que il y a les réseaux sociaux où on pense qu'on voilà quelqu'un dit donc voilà biais d'ancrage. Il y a des gens qui deviennent stars avec pas grand chose aujourd'hui, qui font soit de la musique que je considère de mauvaise qualité, ou alors qui s'expriment comme des voilà, qui s'expriment mal et qui font le buzz avec peu de choses. Donc on va dire que je fais partie d'une ancienne école, bien que je sois pas si âgé que ça, qui consiste à rappeler euh, que pour qu'une histoire se fasse bien, il faut construire cette histoire sur des éléments pérennes, scientifiques, que la valeur, le travail a de l'importance. Bien sûr, je te rejoins 1000 fois, et c'est vraiment le but en tout cas de cette émission, c'est d'essayer d'aller explorer différents univers. On est sur un format, je sais pas si on pourrait dire moyenne durée, mais grosso modo sur des formats à peu près d'1 heure. On n'est pas sur une vidéo en 5 minutes, tiens, clique sur 3 boutons et ça sera magique, tu vas trouver une solution. Non, on essaye d'apporter et on essaye à chaque fois d'aller creuser et tirer la quintessence, en tout cas, j'essaye de tirer la quintessence de l'invité que je reçois, que je prends un plaisir de recevoir, et aujourd'hui, ça y participe pleinement. Euh, du coup, juste pour finir sur les applications, tu avais d'autres applications peut-être quand je t'ai parlé de sport, j'ai vu ton œil qui brillait. Ouais. Tu as peut-être d'autres choses ou... Bah écoutez, le truc c'est que je vais encore vous décevoir, mais ce monde dans lequel nous sommes en fait, dans lequel tout est digital,
dans lequel on utilise une application pour se gratter la tête le matin, franchement, j'y adhère pas de masse. Voilà. Une paire de baskets et un tour en forêt, quoi. Bah, en fait, bon, à nouveau, alors là, si on parle un petit peu on a un peu parlé des éléments de manière professionnelle, mais dans le domaine privé, bon, j'ai beaucoup fait de sport depuis le plus jeune âge, c'est-à-dire dès l'âge de 13 ans, j'ai commencé à fréquenter des clubs. Donc, j'en ai 48 aujourd'hui. Ça fait donc 35 ans que je fais du sport de manière assez intensive, on va dire, hein. Euh, et j'ai acquis une petite expérience qui me permet de m'auto-coacher. Voilà. Donc, j'ai pas besoin soit de regarder un coach sur YouTube ou alors de me mettre comment dire, une application qui va compter dans 10 secondes, tu fais des pompes, tu fais des burpees, etc. Pendant 3 quarts d'heure. J'arrive à m'ambiancer tout seul sans ce genre de choses. Alors, je suis très décevant parce que voilà, j'ai l'impression que je fais pas partie en tout cas, Si, au contraire, c'est très intéressant et ça fait justement du bien d'entendre et d'avoir justement un discours qui change et qui est pas forcément, voilà, qui sort un petit peu des sentiers battus. Et non, non, c'est vraiment pas décevant, bien au contraire, c'est très très intéressant. alors justement, dans la question pour finir, si tu veux, hein, il y a une question qui est posée dans ton petit questionnaire, et en vraiment, il y a quelque chose auquel je crois et qui s'applique précisément au marché financier et à beaucoup de choses de la vie. C'est la suivante. Il n'y a rien de sûr, sauf la mort et les impôts. Et oui, de notre ami Benjamin Enfin, Franklin, le père fondateur des États-Unis. voilà. Alors ça a de l'importance parce que on est dans un monde où on a l'impression qu'on est sûr d'un tas de choses, qu'il y a une maîtrise de tout à l'échelle civilisationnelle. En réalité, je pense que on maîtrise pas grand-chose. On sait qu'on va mourir, on sait qu'on va être imposé. À part ça, il n'y a rien de sûr. Et dans ce monde où il n'y a rien de sûr, eh bien, il faut faire son travail, faut être sage et éviter toute forme de biais cognitif. C'est sûr, ouais, dans ce monde, rien ne peut être dit sûr, hormis la mort et les impôts. C'est vrai que c'est une belle citation qui fait sens. Merci, merci David. À titre personnel, allez, pour conclure, ça fait une bonne heure là qu'on est ensemble. À titre personnel, quels sont tes investissements, si tu veux bien en parler? Tu es sur quel type de marché? Tu investis? Alors oui, donc iWealth Capital est investi sur les marchés financiers. Donc je rappelle, il y a pour objectif de se structurer en fonds sous peu, hein, d'ici la fin de l'année. À ce titre, on a déjà commencé à opérer comme si on était un fonds, d'accord? Donc on a déjà Mhm, nos algorithmes qui fonctionnent et qui nous donnent un certain nombre de résultats. On a créé même un logiciel qui permet de tester une infinité de stratégies avec une infinité de paramètres. Donc voilà, on a fait un travail très 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 en profondeur avec des milliers de lignes de code et des millions de données en réalité. mhm. Et donc le dernier élément sur lequel nous nous sommes investis, c'est le palladium, qui est un métal précieux, mais à connotation un peu industrielle. Je rappelle que dans les métaux précieux, il y a l'or, l'argent, le palladium et le platinium. L'or et l'argent sont des métaux précieux au sens, je dirais, strict du terme, alors que le palladium et le platinium sont utilisés à des fins industrielles. Donc on est Mhm. dans le précieux et un industriello précieux. Oui, le précieux, mais avec une utilité. Peut-être que l'argent aussi a une utilité un peu dans l'industrie, un peu plus que l'or, peut-être. Oui, mais en réalité, bon, on va dire dans ce cas-là, oui, effectivement l'argent. Dans ce cas-là, l'or effectivement a une utilité. En Inde, les gens achètent vraiment beaucoup d'or, pas forcément pour stocker, mais pour en faire des bijoux. Donc tous ont une utilité plus ou moins industrielle ou Hum, hum, affective. hum. J'entends bien, mais Mais vraiment le palladium, beaucoup plus, ouais, on le l'utilise dans palladium. quoi, par exemple? Alors il y en a certains qu'on utilise dans les pots catalytiques, ou dans des circuits intégrés, ce genre de choses. Voilà, donc il y a une D'accord. utilité industrielle, en tout cas, qui est plus avérée pour le palladium et le platinium. Et Mhm, en fait, on a un algorithme et un logiciel qui permet de déterminer, qui permet de retranscrire mhm. les émotions du cycle des marchés. Je rappelle que vous avez comme ça un cycle qui est sinusoïdal, en fait, qui relève d'un point de vue purement théorique aux émotions du marché, et puis qui passe, par exemple, de l'optimisme au déni, à la capitulation, et ensuite à une sorte de reprise comme ça des émotions. Et nous, on a créé un logiciel en fait dans lequel on voit la trajectoire des actifs de ce cycle en fait, en rapport à ce cycle. D'accord, ouais, très bien. Ouais. Je vois très très bien cette courbe là où il y a les différentes phases, l'euphorie, la panique, etc. Et... Exactement. Et on en a fait un petit logiciel dans lequel il y a 4 cadrans. Il y a espoir, optimisme, crainte
Et voilà, il y a quatre cadrans principaux et on voit en fait la trajectoire des actifs qui passe d'un cadran à l'autre. Évidemment, il faut chercher à s'investir lorsque on commence à appréhender une phase d'espoir ou d'optimisme et commencer à s'extraire du marché lorsque la crainte ou le désengagement est en train de surgir. Voilà. Donc on a créé ça, on l'a backtesté sur un très grand nombre de données, un très grand nombre d'années. Mhm. D'ailleurs, à défaut, pour ceux que ça a intéressé la conversation, ils peuvent nous suivre, en tout cas à Wave Capital sur Twitter et LinkedIn. Ouais, très très bien. Ouais, je mettrai l'ensemble des liens également en Voilà, description de l'émission. Ouais, j'allais te demander où c'est qu'on peut vous suivre, exactement. iWave Capital, et puis même toi, à titre personnel, est-ce que tu es plus sur Instagram, Twitter, LinkedIn Alors, à titre personnel, c'est purement LinkedIn. Ok. Je vais pas montrer de photos de moi en train de manger une Ah. crêpe, je ne sais où, et publier sur Instagram à la seconde. Voilà, la seule chose qui m'intéresse personnellement dans les réseaux sociaux, c'est des échanges professionnels intéressants. Donc, c'est LinkedIn. À titre personnel, il n'y a pas d'Instagram. Ouais, super, super. Et donc du coup, ma question précédente, donc tu as parlé donc de l'investissement de iWave, donc vous constituez comme un fonds, etc. Super intéressant. Mais toi, à titre personnel, est-ce que tu peux nous dire si tu investis dans Bah, quoi tu iWave investis? Capital et Toi, tu investis dans ta boîte, dans iWave voilà, et iWave Capital Capital, forcément, voilà, et mais iWave voilà. Capital, en fait, les décisions Ok, d'investissement, on les prend via iWave Capital. ok, Donc, très on est bien. investi en réel sur les marchés financiers. Tu n'as pas d'immobilier locatif en nom propre, par Ah exemple. non, non, alors ça, pour le coup, pourquoi est-ce comme ça? Bah, notamment parce que enfin, je viens d'une sphère qui est extrêmement rapide. J'ai toujours travaillé sur les marchés financiers. Donc, quand on me dit qu'on doit acheter un bien, qu'on doit passer chez le notaire dans 3 mois, et qu'après 3 mois, il faut commencer des travaux, et que dans 10 ans, à long terme, à nouveau, hein, à long terme, on sera mort, et le long Hum, terme, c'est hum, peut-être demain. Donc, personnellement, hum, hum. je ne suis pas dans la démarche de m'investir dans l'immobilier. C'est purement personnel. Je ne dis pas qu'il faut pas. Ouais, très Je dis bien. que ça correspond pas à ma personnalité qui relève des marchés financiers. Et je le rappelle, depuis l'âge de 13 ans. Donc, j'ai pas la patience avec l'immobilier. Bien sûr, ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu y viendras lorsqu'il y aura la tokenisation de l'immobilier? Et d'ailleurs, ça va être intéressant d'avoir ton point de vue sur l'arrivée de la blockchain, la technologie de la blockchain dans le milieu des marchés financiers d'une part, et puis de l'immobilier aussi d'autre part. Ça te fera peut-être venir sur le secteur de l'immobilier, tout ça, non? Peut-être, hein, peut-être, pourquoi pas. C'est vrai que la tokenisation, la blockchain est un accélérateur, parfois, enfin, j'espère le plus souvent, un gage de confiance. On verra en fait. À nouveau, je pense qu'il faut être très sage vis-à-vis de ce que l'on pense savoir, y compris aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être que dans un an, je vous dirais que ce que j'ai dit aujourd'hui était globalement intéressant ou intelligent, mais qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui dans un an, je vois les choses de manière différente parce que le monde a évolué de telle et telle manière. Donc à nouveau, je préfère dire que je ne suis pas sûr de grand-chose, que l'environnement est une forme l'environnement, c'est-à-dire chaque jour, la manière dont on avance dans une forme de brouillard plus ou moins épais et que je préfère avancer pas à pas plutôt que de dire que dans 10 ans, je suis sûr que, parce que peut-être que tout à l'heure, je vais sortir, je vais faire une séance sur la piste d'athlétisme et, et mon cœur va s'arrêter de battre. Façon de parler, je pense pas que ce soit le cas parce que je m'entraîne depuis très longtemps, mais voilà, faire fort preuve de sagesse, c'est vraiment le leitmotiv, je pense, de ce que j'essaie de dire aujourd'hui et ce sur quoi j'essaie d'évangéliser en général. C'est-à-dire, je donne des cours aussi à l'université, j'ai une section que je gère à l'armée. Tous ceux à qui je parle, j'essaie de leur rappeler un certain chemin de sagesse. Alors, je suis pas en train de faire le gourou indien, point du tout. Moi, j'ai une expérience de marché. Je sais que le marché, c'est dangereux, c'est risqué, et il faut toujours se remettre en question, et ne jamais avoir la sensation de maîtrise, en fait. La sensation de maîtrise est le début d'une fin. Super intéressant et ça va très très bien, que ce soit sur les marchés Mm. financiers et puis dans la vie d'une certaine façon en général, super inspirant. Est-ce que tu voudrais finir avec un petit mot de la fin, quelque chose de particulier? Alors, j'ai pas réfléchi à cette question en avance. Quelque chose de particulier. Bon, les principaux éléments ont été évoqués, donc je vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Ce que je pourrais dire en revanche, ce qui me paraît très très important, c'est de profiter de l'instant présent. Voilà. Donc, ne pas oublier, quelle que soit la situation, que ce qui est important, le plus important me semble-t-il, c'est les relations que l'on a avec les autres, pas les relations qu'on a avec un téléphone
ou au travers de je ne sais quoi, d'une quelconque application. L'humain me paraît primordial. Et dans un monde de technologie qui est le nôtre, eh bien, l'humain tend à disparaître au profit de la technologie, et ce, dans tous les domaines, et ça, je trouve ça extrêmement dommage. Donc, si je peux donner un conseil à quelqu'un, ou si j'ai envie de dire quelque chose à la fin, bah, ne pas oublier que l'humain est très important. Serrez vos amis dans vos bras, serrez vos enfants, votre famille. Et là, semble-t-il, il fait beau. Donc, ce que je vais faire à ma pause déjeuner, c'est de profiter de l'instant présent parce que le temps est le bien le plus précieux. Voilà. Super, mille merci David. En tout cas, moi, tu m'as vraiment bien fait profiter de cet instant Mmh. passé ensemble sur cette émission de la bonne fortune. Je termine simplement en reprenant donc ta citation, ton petit mantra que tu viens de te répéter de Benjamin Franklin. Dans ce monde, il n'y a rien qui peut être dit sûr, hormis la mort et les impôts. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes de payer plein d'impôts suite à vos nombreux investissements positifs que vous allez faire à l'issue de tous les conseils de sagesse que David est venu nous donner aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous écoutent encore une fois jusqu'à la fin. Donc, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble. Et je vous dis à très, très vite. Merci David, à très vite. Avec plaisir. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la bonne fortune. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Tu apprécies le podcast de la bonne fortune ? Alors c'est très simple, il y a 2 belles façons de me le témoigner. La première est de prendre ces quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième, c'est de partager celle-ci à tes proches autour de toi, car on connaît tous 1 ou 2 personnes qui sont intéressées par ces sujets, qui aident à améliorer nos finances personnelles et donnent du sens à notre épargne. Alors ne le garde plus pour toi, et partage l'émission au plus grand nombre afin qu'on fasse ensemble de ce podcast une référence de l'éducation financière et de l'investissement. Et si tu veux aller plus loin, tu peux également suivre La Bonne Fortune sur Instagram et retrouver mon profil Ismael Bernus sur LinkedIn. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao.